Aïe. Je me suis cogné les doigts contre le parquet. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 7ème FAQ du doublage. Aujourd'hui on va parler d'adaptation de noms et de livres, donc oui, on va pas mal parler de Harry Potter. Herbert von Rasta nous demande quels gens choisissent les noms VF des personnages et sur quels critères se basent-ils? Pour une suite, sont-ils les mêmes? Alors rappelons tout d'abord que dans 99,9999999% des cas, le nom en version originale reste le même en version française. Pourquoi pourrir la synchronisation labiale, le lip sync, au mépris du bon sens? Néanmoins, il arrive parfois, et notamment dans les univers médiéval fantasy, fantastique, mythologique, historique, etc., que les noms choisis aient un sens, une signification, et s'inscrivent dans une volonté de transmettre un message, une référence, quelque chose. Et dans ces cas-là, majoritairement dans la littérature et les jeux vidéo qui ne se posent pas la question du lip sync, il peut arriver qu'on décide de franciser le nom, de le traduire, afin de transmettre ce sens et cette référence. Ça peut être une initiative du traducteur ou de l'éditeur, selon la situation. Monsieur Philippe Collin, traducteur de jeux vidéo, nous racontait dans une interview assez lointaine maintenant, son travail sur le jeu vidéo Dragon Age. Impossible, à mon avis, de contenter tout le monde. Quand on garde les termes en anglais, on va s'aliéner une partie des joueurs, et quand on les traduit, on aura là encore certains gamers qui vont protester. Ce que j'aime faire personnellement, c'est recourir à des racines d'anciens français pour voiler un petit peu le sens. J'en reviens à Dragon Age. Il y avait un village qui s'appelle Redcliffe, Rouge Falaise littéralement. Au lieu de traduire ça par Rouge Falaise, qui sonnait vraiment traduit littéralement et dont le sens était trop évident pour sonner médiéval, j'ai donc repris des racines d'anciens français. Une façon de dire rouge en héraldique notamment, c'est gueule, de gueule, et falaise était fallois dans l'ancien français. Donc rouge falaise devient gaule fallois. C'est une façon de faire, évidemment. Je prétends pas non plus qu'elle conviendra à tout le monde, mais en tout cas, je pense qu'en masquant un petit peu le signifié des termes individuels qui composent un nom, on peut arriver à une formulation un peu plus heureuse que de traduire littéralement. Cette volonté de traduire et de franciser les noms vient à mon avis de deux choses. La première, c'est d'iconiser des noms dont la sonorité ou le sens en anglais est très fort. Par exemple, le Seigneur des Anneaux. Et la deuxième, c'est de rendre accessible des noms dont la prononciation n'est pas assez évidente pour un public jeune, pour des romans jeunesse. Et là, pour le coup, je pense à Harry Potter. Nous avons posé la question à Nicolas Botti, qui a travaillé sur l'adaptation française du feuilleton radio Le Guide du Voyageur Galactique et qui a été consultant pour le doublage du film. Selon lui, c'est avant tout générationnel et ça peut être fait avec plus ou moins de talent. Je crois que ça correspond à une époque où on traduisait automatiquement les noms propres en fait, pour que les gens puissent s'en rappeler et tout ça, ok. Moi je vois pas trop l'intérêt, donc j'ai tendance à vouloir... Par exemple, j'adore le nom de Zaphod Beeblebrox, tu vois, c'est un nom que j'adore. Et traduire par Zappy BBC, ça n'a plus du tout le même effet. Alors je comprends tout à fait ce qu'il a voulu faire en fait. Dans Zaphod Beeblebrox, il y a Bib. Bib c'est le surnom de la BBC. Donc, et ça a commencé comme une série radio à la BBC. Donc Monsieur Bonnefoy, quand il a fait la traduction, il a appelé ça Zappy, il a appelé Zappy BBC. Voilà. Mais là encore une fois, c'est une traduction un peu, je dirais pas grossière, mais trop évidente. Il y a quand même beaucoup plus de subtilité chez Douglas Adams. Et ça se voit dans la traduction de Monsieur Bonnefoy. C'est pour ça que je considérais qu'elle n'était pas respectueuse par rapport au texte de Douglas Adams. Après, c'est un passionné qui vous parle. Et c'est quelqu'un qui a effectivement découvert la version originale avant la version française. Bien évidemment, une francisation du nom peut aussi avoir des origines marketing, comme nous l'explique Anne-Lise, traductrice. C'était pour Land of the Dead de Romero en 2005, dans lequel il y a un camion baptisé en VO le Dead Reckoning. Et il y a eu une recherche, disons, de nom du côté du service marketing du distributeur parce que ils voulaient en parler dans le marketing. Alors, je ne sais pas s'ils ont édité une version goodies du camion mais il y avait un enjeu de marketing peut-être dans le dossier de presse aussi. Enfin voilà.
Et donc, c'est le service marketing du distributeur qui a opté en français pour le patrouilleur de la mort et qui a imposé ce nom à la fois à l'auteur de la VF et des sous-titres, par exemple. Donc essayons de synthétiser tout ça. On traduit les noms pour les rendre plus transmissibles et mémorables que les noms en version originale, si ceux-là ont un sens ou une sonorité / prononciation particulière. Prenons par exemple Hogwarts. Ah, ma putain, la preuve qu'il fallait le changer. Prenons par exemple Hogwarts dans Harry Potter, littéralement verrue de cochon. Le premier livre est destiné à un jeune public, et si les noms comme Harry Potter, Servus Rogue et Albus Dumbledore sont plus ou moins faciles à prononcer, Hogwarts, ça l'est beaucoup moins. Donc on a cherché une traduction francisée proche de la VO, et on a trouvé Poudlard. Et ça rend plutôt bien. Là, pour le coup, je pense que c'est une volonté de l'éditeur, Folio, qui savait un petit peu à l'avance qu'on allait parler du livre dans les cours de récré et au CDI. Mais on constate que cette volonté de francisation a évolué au cours du temps. Si dans les premiers tomes, Neville Longbottom est devenu Neville Long du Bas, à partir du 4e tome, on a arrêté de traduire Cédric Diggory, Luna Lovegood, Fenrir Greyback, parce que le public a évolué au fur et à mesure des tomes. Ou bien parce que le phénomène s'est mondialisé, là pour le coup, je ne sais pas, Folio n'a pas voulu me répondre. Du coup, puisqu'on parle de Harry Potter, je vais croiser ça avec une question que nous a posée Yao, à savoir, quand un film est adapté d'un livre, est-ce qu'on traduit toujours en prenant la traduction du livre ? Là pour le coup, ça va dépendre du statut du livre et du film à venir. Le livre est-il culte ? Le film va-t-il s'inscrire dans une cohérence d'univers, particulièrement dans le cas d'univers étendu ? On doit se poser ces questions-là. Dans le cas d'œuvres majeures, d'œuvres cultes, d'œuvres phares, pionnières comme Seigneur des Anneaux, Harry Potter ou des comic books très célèbres, il faut à tout prix respecter la première traduction qui est ancrée dans le cœur des fans. Anne-Lise évoque pour nous l'exemple de Sin City. Sin City, qui date également de 2005, où il y avait eu un débat sur le nom d'un personnage, Mortel Petite Mio, parce qu'on aurait dû employer plutôt Fatal au lieu de Mortel d'un point de vue de puriste de la langue. Mais comme c'était un personnage emblématique et bien connu par les fans, ils ont gardé le nom, le nom qui avait été utilisé dans la traduction de la BD. Parce que c'était le nom connu. Par ailleurs, il arrive que certaines versions françaises choisissent de dériver délibérément de la traduction française originale du livre. Cela peut être pour différentes raisons, soit parce que le livre diffère radicalement du film, ou bien parce que le livre n'est pas très connu dans nos contrées, ou bien ça peut être une véritable démarche de rehaussement et de revalorisation par rapport à une première traduction jugée obsolète et maladroite. C'est le cas de H2G2 et Nicolas Botti nous en parle. Le responsable marketing Disney m'a dit à l'époque, moi je voudrais pas que dans 10 ans, si ça devient un classique, qu'on nous dise votre traduction elle était merdique, et se faire critiquer pour ça. Un beau geste de la part de Disney France parce qu'ils n'étaient pas obligés, je veux dire. Par exemple en Italie, ils ont sorti le film dans 3 salles et puis c'était un direct ou vidéo quasiment. Hein. Donc en fait compte, ce qui s'est passé après mes explications, ils se sont dit on veut pas se rater. Donc par contre, on va demander à un expert, à vraiment un très bon traducteur de s'assurer d'assurer le projet. Donc c'était Jean-Marc Panetier, qui était vraiment l'un des grands noms du doublage et de la traduction française. On a pu travailler ensemble et effectivement l'une des premières choses que j'ai demandé à Disney, c'était de reprendre les noms originaux. C'est-à-dire que je leur ai dit, écoutez, pour moi, si vous voulez qu'on travaille ensemble et tout ça, c'est vrai que il y a une question de respect de l'auteur et pour moi, ça passe notamment par remettre les noms originaux en place. Et ça t'est rendu possible par le fait que l'œuvre, les livres n'étaient pas suffisamment connus en France pour que ça soit un obstacle majeur pour Disney. Donc j'en ai discuté avec le responsable de la traduction et avec Monsieur Panetier et on a trouvé un accord là-dessus. Pour revenir à la question initiale de Herbert von Rasta, qu'en est-il des suites ? Eh bien, à moins que la première traduction n'ait vraiment pas convaincu, comme c'était le cas pour La Guerre des Étoiles, où Chewbacca est devenu Chic Tabac, non, a priori, on garde la première traduction, sinon on pète totalement la cohérence de l'univers du film ou de la série. Et c'est d'ailleurs pas toujours facile. Revenons à Harry Potter. Pour traduire correctement une facétie d'écriture de J.K. Rowling dans le climax de fin de La Chambre des Secrets, il a fallu adapter le nom de Voldemort, à savoir Tom Marvolo Riddle,
qui est l'anagramme de I am Lord Voldemort, en Tom Elvis Jeu du sort, pour garder l'anagramme de Je suis Voldemort. Alors ouais, ça fonctionne sur le coup, mais le résultat des courses, c'est que Voldemort a dû se taper ce nom à la con pendant tout le reste de la saga littéraire et cinématographique. Il était impossible d'en faire autrement. D'ailleurs, dans le même genre, on peut citer Norbert Dragono, le héros des Animaux Fantastiques. Norbert Dragono! Norbert Dragono! Dans les livres originaux de Harry Potter, ce personnage, Newt Scamander, est seulement évoqué comme auteur du livre Les Animaux Fantastiques. Et dans la traduction française de Jean-François Ménard, comme d'autres noms propres un petit peu sorciers et magiques, ça a été traduit en quelque chose d'un peu pesant et symbolique, quoiqu'un poil franchouillard, et sans se soucier de la synchro labiale, du nombre de syllabes, etc. Et c'est normal, c'est un livre. Donc quand Warner annonce qu'ils vont faire une saga cinématographique basée sur ce personnage, c'est un peu compliqué. En gros, Warner avait deux solutions. Soit changer le nom du héros et briser la cohérence de traduction de l'univers livre-film qui se sont esquintés à conserver depuis 10 ans, soit le garder et composer avec un nom qui n'a rien à voir avec le nom VO et qui rend le lip-sync très compliqué. Donc oui, l'adaptation des noms et le respect des premières traductions est encore aujourd'hui source de débat. N'hésitez pas d'ailleurs à dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo, c'est toujours sympa d'avoir votre avis. En conclusion de cette émission, j'ai une autre question de Yao, qui semble être un grand lecteur puisqu'il cite Harry Potter et Eragon en exemple. Pour des mots inventés, comment est décidée la prononciation? Est-ce que c'est random? Nous avons là encore posé la question à Nicolas Botti, et il semblerait que au-delà d'être random, c'est surtout instinctif. Mais ça, c'est super dur, en fait. Je dirais que c'est même pas un choix. Enfin, en tout cas, moi, que je fais consciemment quand je le fais. C'est-à-dire que je fais ce qui me semble être sonner le mieux, mais je dirais pas que j'ai la réponse. D'ailleurs, parfois, par exemple, c'est tout con, hein, mais sur Vogon, poésie Vogon, tu l'écris avec 2 N ou un N? J'avoue que parfois, il m'arrive de l'écrire avec un N sans... voilà. Voilà, c'est la fin de cette 7e FAQ placée sous le signe de la littérature. Je mettrai en ligne dans les jours qui viennent l'interview complète de Nicolas Botti. Vous verrez qu'il a plein de choses à dire sur l'adaptation française du film H2G2. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions sur Twitter avec le hashtag FAQ du doublage. Partagez également l'émission, c'est important d'informer les gens sur le doublage et la traduction. N'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez envie de me soutenir sur Tipeee, eh ben, c'est plutôt cool. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Salut!